Bonjour à toutes et à tous, bienvenue. Nous sommes en direct sur le stand de Francis Sport avec Frédéric Giraud et Bertrand Amar. Salut Samy. Pour parler la France, terre de majeur e-sport. Donc on va parler événements internationaux, événements nationaux. Mais je vais vous laisser rapidement vous présenter, tous les deux. Frédéric, à toi l'honneur. Bonjour, merci Samy. Bonjour Bertrand. Donc moi je m'appelle Frédéric Giraud, je suis la directrice du Convention Bureau de Paris Je t'aime. Paris Je t'aime, c'est l'Office de tourisme et des congrès de Paris. Et pour ma part, je suis Bertrand Amar et je dirige les activités e-sport du groupe Webedia Fimalac. Et nous sommes le premier opérateur d'événements, de tournois et de compétitions e-sport en France. Merci à tous les deux. Donc, vous le savez, je ne vais pas vous apprendre. Il y a une véritable compétition pour accueillir les compétitions d'e-sport européennes et mondiales. Aujourd'hui, on va essayer de décrypter un petit peu comment la France s'est positionnée à l'échelle mondiale. Mais avant toute chose, j'aimerais vous poser une question à tous les deux et avec une perspective différente. Quels sont, selon vous, les ingrédients pour qu'un pays puisse devenir l'hôte des plus grandes compétitions internationales? Je commence Bertrand. Pour que la sauce elle prenne, il y a plusieurs effectivement leviers. Le premier, je pense, c'est déjà étudier la communauté sur place. Et une fois qu'on a étudié cette communauté et l'adhésion de cette communauté, effectivement, il y a plein d'autres facteurs qui viennent rentrer en jeu. L'attractivité de la ville, les infrastructures de la ville, aussi bien sur la venue que sur sa capacité à recevoir ces événements. Les hôtels en font partie. Et après, d'essayer de travailler sur tout l'écosystème, donc que ce soit des agences, les sponsors, les politiques, bien évidemment, parce qu'il y a... s'il n'y a pas de volonté politique, c'est toujours un petit peu plus compliqué. Le tissu économique. Et une fois qu'on a ces ingrédients-là, a priori, ça doit bien se passer. Je ne sais pas si tu es d'accord. Totalement d'accord. Je pense que ce qu'il faut regarder avant tout, c'est la nature de la compétition. Et donc de l'audience visée. Est-ce que c'est une compétition nationale? Est-ce que c'est une compétition européenne, mondiale? Et chacune de ces différentes natures de compétition a des conséquences, notamment sur l'accessibilité. Voilà, et donc c'est un mix de tout ça qui fait que... et de disponibilité des calendriers. Parce que l'e-sport, c'est pas comme une tournée d'artistes. L'artiste, il est souple. Il peut déborder, il peut jouer un mois plus tard et trouver une salle en attendant, etc. Les compétitions d'e-sport, aujourd'hui, elles sont toutes dépendantes les unes des autres sur des calendriers mondiaux. Et par exemple, je vais vous donner un exemple concret. Là, on est en train de définir une compétition européenne qu'on veut accueillir l'année prochaine. On a regardé les dates possibles, il n'y en a qu'une. On sait que ce sera le 16 octobre 2025 et on n'a aucune souplesse parce que c'est une compétition européenne qui doit libérer les joueurs pour une autre compétition, etc., etc. Et donc ça, c'est la difficulté dans l'e-sport, notamment dans la recherche de salles. C'est-à-dire que les calendriers des compétitions n'ont aucune souplesse. Et l'autre truc qui est assez déterminant dans ces difficultés qu'on rencontre nous tous les jours, c'est qu'un artiste, quand il fait une tournée, il vient, il branche ses haut-parleurs, ses lumières, il y va. Parce que la date n'est pas captée. Il n'y a pas de diffusion, il n'y a pas de broadcast. Il va peut-être faire une captation sur l'ensemble de sa tournée pour la sortie vidéo ou une diffusion télé. En e-sport, on a cette dimension de broadcast qui fait que nos temps d'installation sont beaucoup plus longs. Donc on a besoin de la salle à une date spécifique et pendant peut-être 3, 4, 5 jours avant, beaucoup plus longtemps qu'un artiste. Et ça, c'est le vrai casse-tête. Effectivement, tu as couvert vraiment un peu tout. C'est le même casse-tête d'ailleurs à l'international, hein, pas que en France. Tout le monde a les mêmes problèmes. Et il y a même une compétition au niveau des salles après pour accueillir les événements. Oui, c'est ça. Et puis après, il y a un calendrier des autres événements. Donc il faut s'inscrire aussi entre la Fashion Week, entre les salons. Enfin, il y a l'attractivité de la ville qui reçoit aussi d'autres événements. Et donc c'est souvent compliqué de trouver la bonne date. Ok, très bien.
Et donc du coup, puisqu'on est avec toi Frédéric, et d'ailleurs avec toi Bertrand qui était parti pris dans l'opération, comment la France s'est-elle imposée comme le lieu incontournable pour les grands événements e-sport? Puisque là aujourd'hui, là comme ça en y réfléchissant, je ne vois pas quel gros événement e-sport n'est pas venu, à part peut-être les événements mobiles, mais c'est principalement en Asie du Sud-Est et en Chine, mais on a eu les Blast, on a eu les Worlds, on aura l'Evo l'année prochaine, j'espère que j'ai pas vendu, non. On aura l'Evo l'année prochaine, on a les Worlds qui reviennent encore avec le gros système de qualification à l'Adidas Arena cette semaine. Comment la France a réussi? Est-ce que c'est uniquement une histoire politique ou est-ce que c'était parce que les calendriers, comme vient de le dire Bertrand, se sont tous alignés? Quelle a été l'histoire derrière ce succès? En fait, on est en octobre, on est au lendemain des Jeux et je pense qu'on sait simplement faire des grands événements, j'ai envie de dire presque quels qu'ils soient. Alors toi, tu vas parler de la partie e-sport. Moi, je le vois tous les jours sur d'autres événements. On fait des congrès, on fait des salons et la France et Paris a une grande expertise événementielle et là-dessus, on sait développer, on sait faire. Donc on a souvent des grosses périodes de bashing, comme on a vu il y a 6 mois, mais en fait, on sort les événements. Donc là-dessus, j'ai pas trop d'inquiétude sur notre capacité à mobiliser toute la chaîne de valeur, qu'elle soit les agences, les hôtesses, les hôtels, on sait faire, donc on sait dupliquer. C'est les feedbacks que tu as toi aussi côté organisateur. Quand vous avez travaillé avec Blast par exemple, c'est ce qu'ils vous ont dit. La France a été choisie parce que pour eux, non seulement, j'imagine que c'était représentatif de la communauté qu'ils avaient en France. Alors déjà, Frédéric a raison, on s'est délivré. Je pense qu'on a un vrai talent dans notre capacité à créer des événements, à les rendre vraiment beaux. Et sur ce rayon, effectivement, les JO ont été une magnifique vitrine qui a rappelé à ceux qui n'en avaient peut-être pas conscience qu'effectivement en France on sait délivrer des beaux événements. Dans le cas de Blast, donc c'est une combinaison de plein de choses. Évidemment, la France, la Tour Eiffel, ça fait rêver les organisateurs eux-mêmes, hein, les éditeurs de jeux, ça fait rêver le public qui va venir assister à une compétition. C'est quand même plus sympa d'assister à une compétition dans un cadre aussi magique que Paris, que d'autres villes européennes que je ne citerai pas. Et puis ça fait rêver les joueurs aussi. Hein. Là, on l'a vu sur les Worlds de League of Legends, quand on a ce qu'on appelle le Media Day, c'est-à-dire les petites interviews des joueurs avec en background les plus beaux monuments de Paris, ça fait rêver. Dans le cadre de Blast, là, je peux te dire précisément comment ça s'est passé et tu as contribué à ce moment, peut-être sans le savoir, je vais te raconter. Non, je vais vous raconter l'histoire parce que c'est vraiment ce qui s'est passé. Le candidat Macron, entre les deux tours, avait répondu à une interview sur sa vision du jeu vidéo, qui avait notamment été envoyée par jeuxvideo.com à l'ensemble des candidats. Et en répondant à cette interview sur le sujet de l'e-sport, Emmanuel Macron dit, voilà, moi j'aimerais que la France accueille des événements majeurs, et il cite, je voudrais que les Worlds de League of Legends reviennent, je voudrais un Major de Counter-Strike, et je voudrais The International de Dota 2. Tout le monde de l'écosystème lit ça en disant incroyable, un président qui parle de Counter-Strike, qui est quand même un jeu qui a été décrié malheureusement par bon nombre d'institutions, alors qu'on sait tous que c'est un jeu majeur. Cette interview, elle a fait le tour du monde. Elle a fait vraiment le tour du monde et elle est arrivée évidemment aux oreilles des éditeurs concernés. Et moi, je discutais beaucoup avec deux des organisateurs de Major de Counter-Strike qui sont des amis et des connaissances, à savoir PGL, organisateur roumain, et Blast, organisateur danois. Et les deux m'ont dit, c'est sérieux là, ce que dit le président Macron? Je dis oui. Et donc eux-mêmes ont parlé avec Valve, l'éditeur, en disant, écoutez, nous on est candidats pour faire un événement à Paris, puisque c'est comme ça que ça se passe sur Counter-Strike. Les organisateurs proposent à l'éditeur une destination. Ils ont proposé Paris, c'est Blast qui a gagné et qui s'est retourné vers moi en disant c'est bon, on a l'accord. Et la suite de l'histoire, elle se passe à la cérémonie au Palais de l'Élysée où le président Macron, donc une fois réélu, invite l'écosystème e-sport. Toi, tu me proposes
si je veux échanger quelques mots avec le président, on était quelques professionnels à avoir cette opportunité. Et là, j'ai dit au président Macron, écoutez, vous vouliez un major de Counter-Strike, c'est bon, on a l'accord. Et c'est comme ça que l'annonce s'est faite par le président lui-même sur ses réseaux sociaux et que l'histoire s'est enclenchée. Donc on voit bien que la volonté politique, elle joue. Il y a évidemment l'attractivité de la ville, il y a évidemment l'accessibilité de la ville, les salles, etc. Mais si on n'a pas une volonté politique qui envoie ce signal, notamment auprès des éditeurs, des organisateurs, etc., c'est beaucoup plus difficile. Et d'ailleurs, on voit très bien que la France attire, parce que l'e-sport est validé par les institutions, les autorités, les collectivités également. Et au sein de la France, on voit d'ailleurs quelles sont les régions ou les collectivités qui ont le plus de motivation à recevoir des événements e-sport. C'est pour ça que finalement la volonté politique fait aussi partie des éléments qui font que les événements se font ou pas. Et juste pour rebondir, alors chaque ville, chaque destination va se montrer la plus belle, bien évidemment, mais il est quand même largement démontré que pour Paris, alors pour d'autres types d'événements, mais ça augmente le nombre d'inscrits. Donc véritablement, c'est un argument, la destination en elle-même est un argument. Faire son événement à Paris, c'est savoir qu'on va avoir plus d'inscrits à son événement. Et donc pour rebondir sur ce que l'histoire, la belle histoire que Bertrand vient de nous raconter, vous avez joué un rôle dans chacune des compétitions qu'on a évoquées. Blast, vous avez joué un rôle, les Worlds, vous avez joué un rôle, vous étiez activement présent. Alors oui, bien sûr, j'allais dire presque humblement, mais typiquement la Tour Eiffel, c'était un... Alors chacun va dire que c'est grâce à lui, mais en tout cas nous, Paris, j'ose imaginer qu'on a effectivement joué ce rôle-là d'intermédiaire avec les acteurs du tourisme en fait. C'est ça qu'ils veulent, en fait. Hein. Ils veulent la Tour Eiffel. Donc, Et Blast, la conférence était à la Tour Eiffel. Exactement. D'accord, donc c'est un croisement de volonté politique, de territoire, d'attractivité du territoire, oui. Et après de ce qu'on peut offrir derrière lors de la compétition. Alors, nous, on a monté une task force justement pour qu'autour de la table, il y ait un espèce de bureau guichet unique qui puisse dégainer rapidement une offre. Et chacun autour de la table, on est capable de dire, tiens, moi, je vais mettre ça dans la corbeille lorsqu'un grand événement va venir à Paris. La Tour Eiffel en fait partie. Ok. Merci pour la transition, puisque je vais parler de la corbeille. Est-ce que l'on sait si aujourd'hui le retour sur investissement pour les villes et régions sur ces événements e-sport majeurs est plus ou moins important? Déjà, est-ce qu'il y en a un? Et s'il est, est-ce que, pour prendre une comparaison que tout le monde connaît avec le sport, est-ce qu'aujourd'hui on a plus de rentabilité sur un événement e-sport qu'un événement sportif? Ou c'est des chiffres qu'on ne maîtrise pas encore? Alors, la réponse, elle est double en fait. On a très peu d'études précises, mais effectivement, on peut commencer déjà à mesurer des retombées éco. Un Blast, on parle de 30 millions d'euros. Je parle sous ta réserve, je ne pense pas dire trop de bêtises. Donc, je vous laisse imaginer, avec une comparaison, un Roland-Garros, on est sur 300 millions. Donc, tu vois le ratio, voilà. Après, ils n'ont pas le même nombre, la même antériorité, mais on va doucement sur des terrains qui sont même hallucinants en termes de retombées éco. Un Rainbow Six à Sao Paulo, c'est, si je ne dis pas de bêtises, une fois de plus, je crois que c'est entre 12 000 et 13 000 nuitées. D'accord. Donc pareil, c'est hyper tangible pour l'hôtellerie sur place. D'accord. Donc, alors je ne sais pas si je réponds véritablement à ta question. Parce que on sait bien qu'il nous manque des chiffres dans l'industrie, voilà. On ne peut pas être aussi précis que le monde du sport. Il y a toujours des retombées directes mais on en et a. indirectes, mais oui, ne serait-ce qu'en termes d'infrastructure. On est obligé, là il y a 2 arénas qui sont sorties de terre, qui peuvent accueillir des grands événements, qui sont en plus Grand Paris, donc qui donnent une autre dimension. C'est pas toujours les mêmes acteurs, c'est ça que je suis en train de dire. Donc oui, les retombées sont hyper importantes. Et l'avantage qu'on a aussi, c'est aussi que les arénas, l'avantage c'est qu'on peut y faire de l'e-sport lorsque la saison sportive est terminée. Ça c'est un grand avantage. Et du coup, sauf si tu veux ajouter quelque chose, n'hésite pas Bertrand, mais sinon j'ai une question pour toi. Côté promoteur, est-ce que ces événements internationaux dont on parle, les grands événements aujourd'hui, on parle des problématiques de modèle économique dans l'e-sport, est-ce qu'ils sont rentables, les grands événements? Alors c'est très difficile déjà pour compléter ce que et je suis totalement aligné avec Frédéric sur les retombées. En complément, je dirais que déjà, comme je le disais tout à l'heure, il y a beaucoup de monde qui travaille sur un événement e-sport. Donc le nombre de nuits déjà, avant même d'accueillir le public, il est conséquent. Là, on est sur un événement e-sport qu'on est en train d'organiser l'année prochaine.
Juste l'organisation, les joueurs, c'est sur la durée, c'est 2000 nuits avant d'avoir accueilli, avant d'avoir vendu un. Donc pour la ville, c'est vraiment conséquent. Il n'y a pas que les retombées économiques, il y a aussi les retombées en termes de communication, d'image, les retombées sociales. C'est-à-dire que comme on est sur une nature de public qui est ultra connectée, qui parle beaucoup sur les réseaux, etc., finalement, en recevant une compétition, la ville va faire parler d'elle aussi dans toute la France ou dans le monde entier. Ça, c'est important. Et puis la dernière chose, c'est que à la différence d'une tournée d'artistes, où finalement c'est les gens de la ville qui vont voir l'artiste, quand une ville reçoit un événement e-sport, là c'est un public qui n'est pas nécessairement le public de la ville, qui va venir. Et donc ça a mécaniquement beaucoup plus de retombées. Maintenant, si on parle de la rentabilité de ces événements, en fait, l'événement n'est qu'une partie de la compétition. Et d'un point de vue tournament organizer, nous, ce qu'on va regarder, c'est la rentabilité de la compétition. Donc pour te répondre précisément, on perd de l'argent sur les événements qu'on fait sur la LFL, parce qu'on a une politique tarifaire plutôt basse pour permettre au maximum de gens de venir voir et pour que la salle soit vraiment remplie. Par contre, le but, c'est que ces événements contribuent à faire briller la ligue et qu'on gagne sur la saison totale. C'est un peu une partie du marketing de la compétition. Donc moi, je regarde jamais, ou en tout cas j'évite de regarder trop l'économie de l'événement, je vais regarder l'économie de la compétition. Le Major de Blast, c'est pareil. Les 4 jours à l'Accor Arena, c'était la fin de la compétition. Mais quand ils font le bilan chez Blast, ils regardent non pas seulement les 50 000 billets qu'ils ont vendus en 4 jours, ce qui est extraordinaire, ils vont regarder l'audience qu'ils ont fait sur l'intégralité de la compétition, le nombre de skins qu'ils ont vendus liés au Major, etc. Et ils vont regarder si la compétition dans son ensemble est rentable. C'est comme ça que nous, on approche les événements. C'est pour ça que, et heureusement, on ne regarde pas que l'économie de l'événement, on surinvestit pour faire briller l'événement plus que probablement en dépensant plus que les simples revenus de l'événement lui-même. Oui, et puis c'est pas que les retombées éco-directes, en fait, c'est les emplois, c'est les ETP, c'est les formations, c'est notre qualification, nous Français / Parisiens, à se former sur des nouveaux métiers aussi. J'ai l'impression qu'on n'a plus honte maintenant. Enfin, on a les data analystes, on est monté en performance là-dessus, et c'est ça qu'il faut regarder. Il n'y a pas effectivement que la dernière ligne de la marge. Décidément, vous me donnez à chaque fois la transition, donc merci à tous les deux. Et donc du coup, dernière question, et qui est complètement en transition avec ce que tu viens de dire, Frédéric. Aujourd'hui, l'impact sur le pays, qu'on parle de la LFL qui est une compétition nationale ou qu'on parle de Blast, une compétition internationale, quel est l'impact sur l'écosystème e-sport au niveau économique, au niveau emploi? Est-ce qu'il y a une sorte de fil rouge, plus on accueille d'événements, plus l'écosystème se développe? Comment vous le percevez, à la fois d'un point de vue institution et d'un point de vue professionnel du secteur? Je commence. Alors moi, je n'évite pas ta question, mais je vais y répondre différemment. Aujourd'hui, d'ailleurs, le sujet, il est hyper à la mode, mais pas que. On parle beaucoup d'héritage. Héritage jeu, héritage des événements. Faire un événement à Paris, c'est pas que consommer, en fait. C'est un moment, qu'est-ce qu'on va laisser à la destination? Et nous, on essaye d'essayer, en tout cas, d'orienter les orgas, les éditeurs vers ce type de sujet, parce qu'on ne les veut pas enfermer. On veut des fan zones, on veut inviter des associations, on veut de la sensibilisation, on veut faire jouer des filles, des femmes, aller dans les quartiers, les faire venir. Donc moi, je vois aussi héritage, tissu associatif, et comment on diffuse. Typiquement, c'est fini les goodies en plastoc dégoûtants qu'on laisse. Voilà, on travaille sur d'autres types de goodies. Voilà, c'est comment on forme les équipes sur place. Il y a plein de métiers techniques aujourd'hui. Enfin, voilà, c'est comment on infuse et on diffuse les bons messages. Je sais pas, j'ai répondu, mais non, indirectement. Non, c'était même presque directement, pour le coup. Bertrand? Ouais, effectivement, il y a un savoir-faire français. Moi, je viens du monde de la télévision et il y avait déjà ce savoir-faire français. Je me rappelle que quand Survivor, qui est devenu en France Koh-Lanta, est arrivé, il était dans 20 pays. C'était la version française qui était la plus belle. Vraiment. Et c'était connu comme tel. C'est-à-dire que quand on fait quelque chose, on le fait souvent plus beau en France. Et bien dans l'e-sport, c'est vrai aussi. Et hier, pas plus tard qu'hier, on avait des Américains qui venaient de Los Angeles, de Riot Games, pour une compétition qu'on organisait ici sur Valorant. Ils ont été hallucinés.
Ils ont été hallucinés, ils ont posé des questions, ils sont allés en régie. Ils ont vu une régie qui peut paraître plus française, un peu plus bricolée. Mais quand ils ont vu le résultat, eh ben, c'est des exemples comme ça qui rentrent dans la tête des grands décideurs et des éditeurs, où ils disent « Ok, en France, ils savent faire, c'est beau, c'est super beau, c'est souvent moins cher que nous, les Américains, où on sait que en France, tout le monde est un peu multitâche, tout le monde sait faire. » Et voilà, et donc on a un savoir-faire en France qui grandit d'événement en événement. Effectivement, on apprend, les techniciens apprennent parce qu'on repousse toujours les limites, on veut faire toujours mieux parce qu'on est animé par cette passion et cette envie de bien faire, avec des bouts de ficelle parfois, chacun à son niveau. Je parle également des événements, des petits événements communautaires, etc. On a ce savoir-faire en France qui fait qu'on attire encore de plus en plus d'événements et effectivement, on sait faire souvent plus beau, mieux et moins cher que d'autres pays. Et ça contribue à la forte activité de la France. Et on va voir que derrière les JO, plus tout ce qu'on vient, tous les exemples qu'on vient de citer, 2025 va être une folie. C'est-à-dire qu'il y a des événements qui ne sont pas encore annoncés, mais que dans le milieu, on connaît. Et il va y avoir encore, je pense que ça va être l'année où il y aura le plus d'événements internationaux majeurs en e-sport en France. Ça va être une année dingue. Et probablement que 26, ce sera sur la même tendance. Donc c'est vraiment un secteur d'avenir. Je dis ça pour l'employabilité du secteur, pour tous ceux qui rêvent de bosser dans ces milieux, qui sont dans des écoles d'audiovisuel, dans des écoles de marketing, dans des écoles d'e-sport. Voilà, la tendance, elle est très bonne. Merci à tous les deux. J'ai une dernière question très rapide pour chacun d'entre vous. Si on devait avoir un événement majeur sur un jeu vidéo qui n'a pas encore eu lieu en France, lequel vous aimeriez voir? Et Bertrand, tu n'as pas le droit de te dire Evo. Qui n'est pas à Paris? Ah non, mais moi, c'est Evo. Je n'ai pas le droit de dire Evo, mais je vais quand même répondre Evo. Non, alors, bien sûr. Alors, la vérité, c'est que évidemment Evo, parce que c'était le rêve de toute une communauté, c'était le mien depuis 4 ans sur lequel j'ai bossé là-dessus, donc je suis évidemment pressé de le voir arriver. Il n'est pas encore arrivé, hein, c'est l'année prochaine. Et si on regarde plus tard dans le futur, à une lettre près, c'est EVA. L'e-sport en réalité virtuelle, qui est la rencontre du sport et de l'e-sport. C'est un truc qui m'intéresse énormément, comme tu le sais, et je pense qu'un jour, on va voir des arènes de sport qui accueillent aujourd'hui des matchs de handball, des matchs de basketball, et les gens viendront autour voir des joueurs d'e-sport, comme on voit un vrai sport. Voilà, ça, je pense qu'on va le vivre, on va le voir, ça. Moi, je ne fais pas de langue de bois. Moi, je crois qu'on a une grande expertise dans plein de domaines, dans la French Tech, dans les congrès, enfin voilà. Et ce que je veux, c'est plus d'événements e-sport à Paris. Merci à tous les deux. Merci à toi.